J'ai su très jeune que la politique, elle était avant tout une question de corps. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. De douleur. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. De souffrance. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Je pense qu'il y a un plaisir dans la guerre qui est menée contre les pauvres. Je pense qu'il y a un plaisir qui est tiré dans cette cruauté de faire souffrir. Nous devons aller vite, que nous devons accélérer le rythme des réformes. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... D'abord, je vous le dis, oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. La violence de classe se manifeste partout, dans tous les détails de la vie, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Ne nous trahissez pas! Ne nous trahissez pas! Nous avons réussi à nous mettre d'accord. Il y a un monde, une société, une situation, des situations qui nous enferment dans une vie, et donc il y aurait un monde, une société et des moyens politiques de faire sortir de ces vies dans lesquelles on est enfermé, je pense. Bonjour Édouard Louis. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Édouard Louis, en 2014, vous faisiez une entrée fracassante en littérature avec En finir avec Eddie Bellegueule, votre premier livre dans lequel vous racontiez Eddie, celui que vous n'avez jamais pu, jamais voulu être, votre enfance marquée du sceau de la pauvreté, de la violence familiale, de l'homophobie et votre arrachement. Vous êtes aujourd'hui cet écrivain consacré qui a entrepris de livre, en puisant dans l'intime, de dresser le portrait d'un monde social violent dont la finalité est de nous rappeler que la liberté a un prix. Avec Monique Sévade, votre dernier livre que vous publiez aux éditions du Seuil, vous parvenez à décrire de manière pratique, avec justesse, comment votre mère a pu, elle aussi, échapper au cercle de la violence. Tentative déjà amorcée et relatée dans Combat et métamorphose d'une femme, mais avec ce nouveau récit, vous fixez précisément la possibilité de dévier les trajectoires toutes tracées et vous dessinez finement, derrière l'exception, la règle fataliste des déterminismes sociaux, avec cette question lancinante qui finit par nous obséder, nous aussi, et sur laquelle nous reviendrons. Pourquoi certains fuient, d'autres non? Alors, révélé à 22 ans, vous avez sans doute été un de ces enfants vieillards, selon la formule que j'ai redécouverte grâce à vous, de Marguerite Duras dans L'Amant. Enfant vieillard, une expression qui traduit l'idée que la misère, la vie laborieuse, la domination, expérimentées très tôt, font vieillir de manière accélérée et laisse des stigmates dans les têtes et dans les corps. Cette question des traces dans les têtes et dans les corps constitue, selon moi, un axe important de votre travail et ancre votre littérature dans le politique. Une manière de dire la politique a des effets concrets sur la vie des gens. La politique, ce n'est pas un jeu. Ce sont des enjeux de vie et de mort. Et d'ailleurs, dans ce recueil que j'ai redécouvert aussi, L'Insoumission en héritage, qui rassemble des textes autour de l'œuvre de Pierre Bourdieu que vous avez dirigé, vous signez une lumineuse introduction, ce que la vie fait à la politique. Alors, je voulais vraiment qu'on commence là-dessus, dans ce contexte aujourd'hui inquiétant, alors que l'extrême droite frappe à nos portes. Il m'apparaît important, donc comme je le disais, d'ouvrir notre échange là-dessus, Édouard Louis. La politique, une question de vie et de mort. Merci beaucoup. Oui, c'est une idée que j'ai essayé de développer dans mes livres et dans mon travail, qui était une idée qui partait des corps et de la réalité, à savoir qu'il y a une forme de paradoxe étrange dans la politique, qui est que celles et ceux qui font la politique passent leur temps à dénier la réalité de la politique, font comme si la politique était une question d'idées, avant tout de mots, de langage, de débats, alors que pour moi, qui ai grandi dans un milieu précaire, pauvre, structuré par la violence et par la domination, j'ai su très jeune que la politique, elle était avant tout une question de corps, de douleur, de souffrance. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans mon livre sur mon père, qui s'appelle « Qui a tué mon père ?». J'ai essayé de montrer comment, au fond, une réforme de Sarkozy, ou une réforme de Chirac, ou une réforme de Macron pendant ces 20 dernières années, pour mon père, elles ont signifié, pour quelqu'un comme mon père, pour un ouvrier, pour quelqu'un qui a été balayeur pendant toute sa vie, qui a été ouvrier à la chaîne pendant toute sa vie, pour quelqu'un comme lui, une réforme politique
elle est une question physique, corporelle. Supprimer des aides sociales, enlever 5 € sur les APL, rendre plus difficile l'accès au RSA, ça veut dire pouvoir se nourrir ou ne pas se nourrir. Baisser le budget dans les hôpitaux, c'est pour des gens qui ne peuvent pas se payer des médecins privés, l'impossibilité de se soigner. Et au fond, pour les individus des classes dominées, notamment qui sont les plus exposés à la politique, une décision de Macron ou de Sarkozy, elle est aussi intime pour eux que la première fois qu'ils font l'amour, qu'un premier baiser, que la relation avec leurs enfants, que la relation avec leurs amis. Elle veut dire qu'est-ce qui se passe avec mon corps ? Est-ce que je vais pouvoir manger ? Est-ce que je vais pouvoir me loger ? Alors que quand vous avez des privilèges, quand vous avez de l'argent, quand vous avez ce que Pierre Bourdieu appelait des formes de capital, du capital social, culturel, économique, vous êtes d'une certaine façon protégé des conséquences de la politique. Et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, comme écrivain, j'ai de l'argent, j'ai des diplômes, je vis à Paris, j'ai une vie de privilégié. Macron peut mettre en place une réforme violente, il ne m'empêchera pas de me soigner ou de me nourrir. Alors que quelqu'un comme mon père, oui. Et au fond, voilà, on est tous et toutes exposés différentiellement à la politique. Il y a des individus pour lesquels ça veut dire vivre ou mourir, et d'autres pour qui ça peut rester une question symbolique, une question esthétique, une question de jeu de mots, une manière de se penser, une manière de se voir. Effectivement, dans Qui a tué mon père, vous interpellez votre père, vous dites « Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce ». Et vous donnez une liste de noms, comme vous venez de le rappeler, avec Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. En bref, dans ce livre, vous racontez vraiment comment longtemps vous avez vécu la politique sur le mode de la malédiction. Ça vous procurait des peurs, en fait, des peurs quotidiennes, de savoir ce que ça allait engendrer. C'était sur des dizaines d'euros, sur des variations au niveau des aides. Vous le racontez très bien. Cette peur, est-ce qu'elle a ressurgi à un moment donné, très récemment? Je pense évidemment à l'annonce de la dissolution. Alors c'est un autre niveau, mais la dissolution d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez de nouveau ressenti cette peur, comme elle a pu sidérer un certain nombre d'entre nous? Oui, cette peur, elle a ressurgi à l'annonce de la dissolution par Macron. Mais de toute façon, elle n'a pas cessé de ressurgir ces dernières années avec la politique extrêmement violente, antisociale, anti-pauvre du gouvernement d'Emmanuel Macron, comme si au fond il y avait une recherche presque de plaisir dans le fait de détruire les plus précaires. Moi, c'est ça qui me frappe. Comment un gouvernement peut aller aussi loin dans la destruction du droit au chômage, dans la destruction des aides sociales, avec le RSA qui devient toujours de plus en plus sévère, avec toujours plus en plus de contrôle, avec des RSA qui sont suspendus dès qu'on ne se rend pas à un rendez-vous, à une réunion qui est imposée par l'État. Comment est-ce qu'on peut aller aussi loin dans tous les domaines de la vie dans cette destruction des corps les plus dominés. Et cette peur, elle a voulu dire ça. Moi, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui vivent avec des aides sociales et à qui on a suspendu les aides sociales parce qu'ils ou elles ne s'étaient pas rendus à une réunion que l'administration leur demandait à laquelle on leur demandait d'assister. Et tout à coup, on les privait de manger, de pouvoir faire des courses, de pouvoir payer leur loyer. Et il y a une forme de cruauté extrême. Quel est le rôle aujourd'hui de la cruauté dans la politique? Pourquoi? Moi, je me suis souvent demandé cette question. Pourquoi on fait ça? D'où vient ça? Je ne pense pas que l'explication seule d'une forme de rationalité politique néolibérale ou de droite suffise à expliquer ça, de se dire qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Comment vous l'expliquez alors, vous? Je pense qu'il y a un plaisir dans la guerre qui est menée contre les pauvres. Je pense qu'il y a un plaisir qui est tiré dans cette cruauté de faire souffrir. Parce qu'au fond, on sait qu'on fait souffrir. On sait qu'on fait souffrir quand on fait une politique violente et néolibérale comme celle d'Emmanuel Macron. On n'ignore plus le monde. Et moi, j'en ai d'ailleurs souvent beaucoup parlé à l'occasion de la littérature que j'essaie de faire, la littérature que j'essaie de mettre en place, qui est une littérature qui est directement connectée à la politique. Pendant très longtemps, en littérature, on a parlé de littérature engagée, autour de gens, de figures comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir. Et ce que voulait dire cette littérature engagée, c'était, selon Sartre et Beauvoir, montrer une réalité qu'on ne voyait pas avant, et parce qu'on montrait cette réalité, forcer le lecteur ou la lectrice à réagir. Qu'est-ce que vous faites face au monde? Qu'est-ce que vous ne faites pas face au monde? Donc Sartre prenait une métaphore très simple, très belle, qui était celle du verre d'eau. Sartre disait, l'écrivain vous montre un verre d'eau que vous ne voyiez pas avant. Et puisque vous le voyez, il fait maintenant partie de votre monde et vous devez le prendre en compte. Et qu'est-ce qui se passe quand on étend cette théorie du verre d'eau à la politique? Je vous montre la violence de classe, je vous montre la violence du colonialisme, je vous montre la violence masculine. L'écrivain vous met
en face des yeux une réalité que vous ne connaissiez pas. Et là, vous avez une possibilité ou non d'intervenir dans le monde. Et donc Sartre a écrit sur la pauvreté, sur les Juifs, sur la domination masculine. Simone de Beauvoir l'a fait. Et au fond, moi, je pense que le monde a changé aujourd'hui. Et que le rôle de la littérature est plus le même. La littérature, son rôle, c'est plus de montrer ce qu'on ne savait pas, comme l'a fait Sartre, comme l'a fait Beauvoir, comme l'a fait Zola, par exemple, quand il décrivait les mineurs. Le rôle de la littérature, c'est de forcer les lecteurs et les lectrices à se confronter à quelque chose qu'ils savent déjà, mais qu'ils ne veulent pas savoir. Au fond, aujourd'hui, on connaît tout du monde. Il y a les réseaux sociaux, il y a la circulation de l'information qu'avait prédit Marguerite Duras, qui disait le futur, ce sera la circulation infinie de l'information. Il y a Internet, il y a les images, il y a les vidéos. Au fond, on connaît le monde. On sait qu'on vit dans un monde raciste, on sait qu'on vit dans un monde inégal, on sait qu'il y a des décomptes tous les jours de féministes qui montrent qu'une femme est tuée un jour sur 2 par un homme, simplement parce qu'elle est une femme dans cette société. Et donc la question de la littérature, c'est plus de montrer, de faire découvrir le monde, mais de forcer à voir ce qu'on ne veut pas voir, et parce qu'on sait déjà. Et donc les gouvernements, pour en revenir au début de la question, les gouvernements savent qu'ils font souffrir. Et donc je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il existe là-dedans une forme de cruauté à faire souffrir les pauvres. Moi, j'ai déjà une sœur qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai raté un rendez-vous pour m'apprendre à rédiger un CV, on me suspend mes aides pendant 1 mois. J'ai plus d'aide sociale. Comment je paye mon loyer? Comment je fais pour manger? Comment je fais pour nourrir mes enfants? Les individus qui mettent en place des réformes comme celle-là, au moment où ils le font, ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc oui, peut-être une rationalité néolibérale, mais aussi un plaisir quasiment psychanalytique et inquiétant, je trouve. Vous pensez que, pour ce qui concerne le macronisme, on pourrait définir comme ça une spécificité, parce qu'on parle beaucoup, notamment en ce moment, de la brutalité langagière de certains mouvements de gauche. Ce que vous venez de dessiner, c'est une brutalité concrète. C'est une brutalité, comme on vient de le dire, qui s'exprime dans des lois et qui a des effets directs sur les individus. Comment vous définissez le macronisme? On a dit un brutalisme, on a dit un... Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Vous venez de dire que c'est quasiment psychanalytique, de votre point de vue. Mais... Oui, c'est vrai. Je le définirais d'abord comme un nouveau mode de gouvernementalité qui se produit dans la brutalité, dans le fait de totalement ignorer toute forme de dialogue, de protestation sociale, de mouvements sociaux. Ça, c'est quelque chose que même la droite classique n'avait pas osé. C'est-à-dire que même sous Chirac ou Sarkozy, qui étaient pourtant des hommes de droite, d'une grande violence, extrêmement conservateurs, extrêmement réactionnaires, même chez des gouvernants comme ceux-là, quand on était face à des grands mouvements sociaux, des grands mouvements de protestation contre la politique droitière qui était menée, les gouvernements de Sarkozy ou de Chirac ont interrompu un certain nombre de choses, ont arrêté des réformes. Moi, j'avais participé à la réforme contre la réforme des lycées de Darcos, j'avais participé au mouvement contre cette réforme. Cette réforme s'était arrêtée. Il y avait des choses qui s'étaient arrêtées, qui étaient repensées après, qui étaient retardées. Mais en tout cas, il y avait une forme même dans cette droite que pourtant j'exècre, il y avait quelque chose de l'ordre d'une sorte de rapport démocratique au mouvement social, même aussi minuscule soit-il. Le macronisme, c'est l'invention ou la réinvention, parce que c'est ce qu'on faisait déjà sous l'Angleterre de Thatcher, d'une ignorance totale de toutes les voix qui s'élèvent, de toutes les protestations, de tous les mouvements sociaux. C'est envoyer la police sur les manifestants, les mutiler. Vous parliez de peur tout à l'heure. Moi, sous Macron, j'ai eu pour la première fois de ma vie peur d'aller manifester. J'avais peur. J'avais peur d'aller dans la rue. Je me disais, on va me crever un œil, on va m'arracher une main, on va me défoncer le crâne, comme ça a été fait à beaucoup de gens, à beaucoup trop de gens. J'avais cette peur. Et donc, je qualifierais, oui, le macronisme d'un brutalisme et aussi d'un extrémisme. Parce que vous savez, très souvent, on qualifie la gauche d'extrémiste et on essaye de discréditer la gauche par son extrémisme. Mais en fait, c'est le macronisme, c'est la droite ou c'est l'extrême droite qui sont extrémistes. C'est pas la gauche. Il y a que le mal qui peut être extrémiste. Le bien peut jamais être extrémiste. Quand vous voulez du progrès social, quand vous voulez de l'amélioration des conditions de vie, comme le veut la gauche, l'amélioration des salaires, l'amélioration des conditions de vie pour les femmes, vous pouvez pas aller aussi jusqu'au bout. On peut pas créer une société, on aimerait bien, mais on peut pas créer une société idéale dans laquelle tout le monde serait absolument à égalité, dans laquelle tout le monde serait absolument heureux, dans laquelle il y aurait un bonheur qui serait partagé de manière absolument pure et parfaite par tout le monde. Le bonheur, il peut jamais être extrême. On peut essayer de l'atteindre, on peut essayer toujours de faire mieux,
mais il ne peut pas être extrême. Alors que la violence, elle peut être extrémiste. Il n'y a que la droite qui peut être extrémiste, dans le fait d'enlever, justement, des aides sociales, dans le fait de faire souffrir, dans le fait d'expulser les migrants, dans le fait de tirer des balles dans les yeux des manifestants jusqu'à ce que leurs yeux explosent. Ça, c'est extrémiste. La gauche, elle ne peut pas l'être. C'est très important ce que vous dites. Alors, comment vous expliquez ce grand retournement idéologique et sémantique qui nous amène effectivement à entendre ici et là de parler des extrêmes, c'est-à-dire de mettre au même niveau une gauche qui serait extrême et une extrême droite? Et comment cette banalisation accompagnée évidemment médiatiquement et politiquement de l'extrême droite qui conduit presque à la libérer de son étiquette infâme antisémite, c'est-à-dire qui n'est même plus adossée à celle de l'extrême droite, mais qu'on essaie aujourd'hui d'accoler à la gauche. Comment vous expliquez cette situation, cette grande confusion? Cette grande confusion, elle est de l'ordre du triomphe du mensonge en politique. C'est quelque chose que Hannah Arendt avait déjà analysé au milieu du XXe siècle, l'importance de plus en plus grande du mensonge dans la politique. Donc d'essayer de discréditer la gauche, les mouvements sociaux, les mouvements progressistes, en inventant des formes de violence qui porteraient, en inventant une forme d'extrémisme dont ils seraient les représentants. Et c'est drôle d'ailleurs parce que toutes ces stratégies de mensonges en politique, elles sont utilisées aujourd'hui par des commentateurs et des commentatrices politiques, par des membres de la petite bourgeoisie éditorialistique ou culturelle, qui sont les mêmes qui s'indigneraient de la fake news chez Bolsonaro, chez Trump, en disant « Mon Dieu, aujourd'hui, c'est la post-truth, il n'y a plus de vérité ». Et en fait, on se rend compte que des gens qui se perçoivent comme des bourgeois bien élevés utilisent en fait les mêmes rhétoriques que ces gens d'extrême droite, comme Trump qui ment tout le temps, comme Bolsonaro qui ment tout le temps. Et il faut aujourd'hui justement refuser le découpage du monde politique qui est proposé par les réactionnaires et imposer notre propre langage politique. C'est-à-dire les extrêmes. Pour moi, aujourd'hui, dans l'élection législative du 30 juin et du 7 juillet en France, il y a deux extrêmes. C'est l'extrême droite de Bardella et l'extrême violence néolibérale de Macron, de Attal, de leur gouvernement. Et contre ça, il y a une tentative de progrès, tentative d'amélioration des conditions de vie, une tentative d'amélioration du bonheur, qui sont représentés par le Front populaire et par la gauche. Et encore une fois, qui ne sont pas extrémistes, même s'ils voulaient l'être. Moi, j'adorerais être un extrémiste du bonheur. J'aimerais le bonheur extrême, j'aimerais l'égalité extrême. La redistribution extrême. La redistribution extrême. Sauf qu'on sait que quand on a expérimenté ça politiquement, on a échoué, on a produit de la violence, que ça ne peut pas se produire comme ça, que ça doit être toujours un travail recommencé pour aller toujours vers le mieux. C'est aussi cette très belle idée de Jacques Derrida que j'aime beaucoup quand Derrida dit la démocratie, c'est toujours à venir. La démocratie, c'est ce qui est jamais terminé. Quelqu'un qui vous dirait « ça y est, on est en démocratie » serait quelqu'un qui serait par définition antidémocratique. Qui serait totalitaire. Exactement, qui serait totalitaire parce qu'il ne laisserait pas la place à de nouvelles choses qui surgiraient, justement. Eh bien, la gauche, c'est comme la démocratie. On peut toujours avancer, on doit toujours se construire, on n'arrivera jamais à l'extrême perfection, mais on doit en rêver. Donc oui, soyons des rêveurs, des extrémistes du bonheur. Et c'est précisément ce que vous dites dans une tribune que vous venez de faire paraître dans le magazine Les Inrecuptibles, signé avec Geoffroy de La Gannerie, où vous dites finalement, on a parlé de la peur, de la torpeur dans laquelle cette situation nous met, et que le récit médiatique nous encourage à rester un peu saisis. Et il faut en sortir justement en agissant et en développant un nouveau langage, en développant un nouveau récit, comme vous venez de le faire. Et vous laissez entendre que dans ce moment très particulier, très charnière, on le sait tous, maintenant on est à quelques jours du premier tour de ces élections législatives très tendues, quelque chose de cet ordre-là est possible. Un moment particulier, l'histoire l'a révélé, l'histoire l'a confirmé. Ce sont dans des moments aussi inquiétants que le meilleur peut surgir. Exactement. On a pris dans cet essai avec Geoffroy de La Gannerie qu'on a rédigé ensemble l'exemple du Front populaire en 1936, qui est un exemple qui est très remobilisé en ce moment à l'occasion de la situation politique qu'on traverse, et qui est un moment où l'extrême droite était extrêmement puissante, à travers toute l'Europe d'ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui, qui ensuite d'ailleurs a repris le pouvoir, puisqu'on connaît la période atroce qui s'en est suivie avec la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme. Mais avant ça, au milieu des années 30, il y a une montée de l'extrême droite
qui est déjà terrifiante à ce moment-là, déjà plus qu'inquiétante à ce moment-là. Et à cette occasion-là, les gauches vont se réunir, vont créer le Front populaire de 1936, les socialistes, les communistes, d'autres fractions de la gauche vont se mettre ensemble et vont en fait, étrangement et paradoxalement, profiter de cette montée de l'extrême droite pour se donner de la force, pour s'unir, pour se mobiliser, pour transformer des choses. Et ce qui est incroyable avec le Front populaire de 1936, c'est que le Front populaire, à ce moment-là, au moment où il gagne, dans ce contexte-là, met en place des réformes dont on bénéficie encore aujourd'hui, 100 ans plus tard. Les congés payés, la baisse du temps de travail hebdomadaire qui a ensuite baissé encore, mais c'était une forme d'amorce qui était très importante et qui était mise en place à ce moment-là. Et ce qui est beau aussi, c'est de se dire que, voilà, qu'est-ce que c'est de produire un moment politique qui peut rendre nos vies meilleures dans 100 ans. Et il y a eu quelque chose de très triste dans ce Front populaire, puisqu'il s'est effondré très vite, que finalement le nazisme et le fascisme ont triomphé, que ce Front populaire a été en désaccord à ce moment-là, s'est désintégré de lui-même, de par les oppositions. Mais malgré ces oppositions, des choses ont été faites. On continue de vivre avec ce qu'ils ont fait. Et donc là, peut-être que le Front populaire qu'on est en train de créer aujourd'hui, peut-être qu'il va durer 2 mois, peut-être qu'il va durer 1 mois, mais c'est pas grave. Parce que peut-être que pendant ce mois-là, on va faire quelque chose qui changera la vie dans 50, dans 70, dans 80 ans. Et c'est cette opportunité historique-là qu'on a aujourd'hui, celle de produire une accélération de l'histoire, d'une certaine façon. Vous voulez dire que les désaccords qui peuvent un peu le fonder, d'une certaine manière, ne sont pas des freins? Non. Ce sont des accélérateurs possibles. Exactement, c'est ce qu'on avait essayé aussi de dire avec Geoffroy de Laganerie. Beaucoup de personnes s'opposaient à l'union des gauches en disant mais les désaccords sont trop grands. Et ce qui est vrai, les désaccords sont immenses. Les désaccords avec le Parti socialiste, qui a mené une politique néolibérale de droite, complice de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui a trahi les classes populaires, qui les a dégoûtées de la politique, les a tournés vers l'extrême droite. On sait tout ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a des désaccords qui sont immenses. Mais justement, la question, c'est pas celle de savoir si on est d'accord ou si on est en désaccord. La question, c'est est-ce que nos désaccords peuvent produire des effets réels et rendre la vie meilleure? Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le monde social que du désaccord? Il n'y a que du désaccord tout le temps. Moi, je suis en désaccord avec tout le monde. Je suis en désaccord avec mes meilleurs amis. Je suis en désaccord avec moi-même. Ça nous arrive toutes et tous, on dit quelque chose, et le soir, on est dans son lit, on n'arrive pas à s'endormir en disant « mais pourquoi j'ai dit ça, c'était absurde ». On est en désaccord tout le temps, avec soi-même, avec les autres, avec le monde autour de soi. Et donc la question, elle n'est pas celle de l'accord ou du désaccord. Il n'y a pas d'accord dans le monde social. Il n'y a que du désaccord. Et comment faire pour que ce désaccord construise quelque chose? D'une certaine façon, la droite l'avait compris avant nous, puisqu'on le sait, depuis un certain nombre d'années, Emmanuel Macron, n'ayant pas réussi à avoir une majorité au Parlement, gouvernait avec la droite et avec l'extrême droite. On a donné des commissions importantes, le gouvernement de Macron a donné des commissions importantes à l'extrême droite, au Parlement. Il y a des réformes qui ont été passées parce qu'elles ont été votées ensemble par le macronisme et par l'extrême droite. Et c'est des gens qui, évidemment, ne sont pas d'accord sur tout. Enfin, ce serait stupide de le dire. Il y a des points d'accord, il y a des points de raccord. Mais ils sont en désaccord sur plein de choses. Mais le désaccord leur a permis de construire une politique de plus en plus droitière. Et l'extrême droite a fait jouer son désaccord vis-à-vis de Macron en disant plus tu vas vers l'extrême droite et plus tu nous auras dans ton camp. Et comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose à gauche? C'est-à-dire produire un désaccord qui nous permettra de construire quelque chose de toujours plus à gauche, parce que pour l'instant, nos désaccords, qu'est-ce qu'ils sont? Nos désaccords entre nous, ils produisent rien, ils inventent rien, et pendant ce temps-là, les désaccords entre la droite et l'extrême droite, eux, continuent à produire de la violence politique. Et voilà, ce qu'il faut, c'est créer les conditions sociales du désaccord. Il n'y a pas de désaccord en tant que tel, il y a des espaces dans lesquels on peut produire du désaccord qui améliore la vie. Vous parliez de l'extrême droite. J'avais une question aussi sur le silence, mais j'y reviendrai après. S'agissant de l'extrême droite, je voulais qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que dans un texte que vous avez, dans un échange plutôt avec Ken Loach, vous avez repris cette thématique de l'extrême droite qui traverse aussi vos écrits, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez ce souci de confrontation, donc on ne détourne pas le regard quand on lit vos livres. Vous parlez du racisme, vous parlez des électeurs du Rassemblement national, vous dites d'ailleurs que les électeurs d'extrême droite, vous les avez connus par le corps, encore une fois, avant que de les connaître intellectuellement, sociologiquement, en tout cas, vous y intéressez. Et vous avez cette analyse qui me semble très intéressante. Elle recoupe aussi celle du sociologue ou du chercheur Félicien Faury, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps,
qui est qu'en réalité, c'est l'expression politique aussi de quelque chose qui est favorisé par l'espace social public. Cette parole raciste généralisée, cette parole discriminante, voilà, tout cela constitue un terreau, et vous l'avez observé, qui est tellement favorable à l'expression politique, pour le coup, finale, qui se traduit dans l'urne par le vote du Rassemblement national. Je voulais qu'on s'arrête un peu sur cette idée, sur cette analyse, et qui en dit aussi long sur le contexte que vous venez de décrire aussi, de glissement entre le macronisme et l'extrême droite, et ces accords possibles dans des désaccords par ailleurs. Oui, absolument. Il y a une responsabilité de l'espace médiatique dans la montée de l'extrême droite qui est immense, avec bien sûr la mobilisation d'un langage raciste en permanence sur les plateaux de télévision, dans les tribunes, dans les journaux. On le sait de manière expérimentale, puisqu'il existe une région de Belgique dans laquelle l'extrême droite n'est pas invitée, n'a pas le droit de parler. Et on a vu aux dernières élections que dans cette zone de la Belgique, l'extrême droite faisait un score beaucoup plus bas qu'ailleurs. Donc on sait, par contraste, à quel point la montée de l'extrême droite est favorisée en fait par tout un système dans lequel on met dans la tête des gens que l'immigration, l'islam, etc. sont les sujets de priorité. Et puis il y a autre chose, je crois, qui est que pour comprendre la politique, il faut la comprendre de manière dynamique. Et l'extrême droite, qui est aussi puissante aujourd'hui, pas seulement en France, mais partout, en Allemagne avec l'AfD, aux Pays-Bas où elle a pris le pouvoir, en Argentine, en Italie où elle est au pouvoir avec Meloni. Donc c'est vraiment un phénomène qui est absolument global. Cette extrême droite, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est construit dans un processus qui a commencé dans les années 1980 avec ce que Didier Ribon appelait la révolution conservatrice, et avec des partis institutionnels de gauche qui ont progressivement totalement abandonné la question des classes sociales, de la pauvreté. On a arrêté de parler de la précarité, de la violence, du capitalisme, de la souffrance des corps au travail. Et petit à petit, la politique s'est endroitisée, ayant ignoré les plus dominés. Les plus dominés se sont sentis totalement abandonnés. Et moi, comme vous disiez, je l'ai vécu dans mon corps. Quand j'étais enfant, presque toute ma famille votait pour le Front National, pour l'extrême droite. J'ai grandi dans un petit village post-industriel dans lequel il y avait une usine jusque dans les années 80-90 où tout le monde travaillait. Moi, j'ai grandi dans les années 2000 à un moment où l'usine avait perdu énormément d'effectifs et où les gens vivaient dans la misère et dans la pauvreté. Et au moment où les gens qui m'entouraient allaient voter pour l'extrême droite, il ou elle disait toujours c'est parce que personne parle de nous, c'est parce que personne s'occupe de nous. Tout le monde nous ignore, nous les petits, tout le monde s'en fiche. Et au fond, ce sentiment d'abandon était le résultat d'un processus politique, justement, d'abandon, de destruction, d'ignorance à l'égard des plus dominés. Et aujourd'hui, ce qui se passe très souvent et qui est quand même très, très problématique, c'est qu'on nous dit, au moment où l'extrême droite est puissante, il faut voter pour des individus comme Macron ou comme d'autres personnes de droite pour faire barrage à l'extrême droite, ce qui est une situation dans laquelle on se retrouve à chaque élection. Or, je l'ai fait, moi, pour faire barrage à l'extrême droite, je l'ai fait avec tout le dégoût et toutes les difficultés que ça m'a posé, mais la question que ça pose et le problème que ça pose, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de voter entre la cause et la conséquence d'un même phénomène. Le macronisme, c'est la cause, et le Front National, l'extrême droite, c'est la conséquence de ce processus politique. Et la politique, elle se construit comme ça, elle se construit dans le temps. Et il y a un problème aujourd'hui, justement, avec tout un ensemble des classes dominantes qui se plaint de la montée de l'extrême droite, qui est terrifiée par la montée de l'extrême droite, mais qui, en même temps, vote ou favorise ou se reconnaît dans des politiques comme celle d'Emmanuel Macron qui font monter l'extrême droite. Alors vous voyez, quand on parle d'extrême droite, on parle beaucoup de la stupidité. C'est un sujet qui revient très souvent. On dit comment on peut être stupide au point de se laisser avoir par l'extrême droite, de voter pour l'extrême droite. Qui sont ces gens des petits villages? Est-ce qu'ils sont idiots? Pourquoi? C'est un sujet qui revient très souvent, posé souvent de manière violente, mais il y a aussi une stupidité qui est de l'autre côté, qui est de ces classes dominantes qui disent « Mon Dieu, l'extrême droite, c'est terrible, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de tout », et qui, en fait, va produire les conditions politiques qui rendent possible l'extrême droite, qui va voter pour Macron, qui va dire que c'est la raison, qui va dire que c'est le raisonnable contre l'extrémisme, qui va dire que c'est bien, qui va dire que c'est important, qui va dire que c'est le monde moderne qui est comme ça. Et en fait, la stupidité, elle est là.
elle est là beaucoup plus que du côté des gens qui votent pour le Front National, qui, eux, sont souvent dans un état de désespoir, d'abandon, de perte, ce qui n'empêche pas que c'est problématique, ce qui n'empêche pas qu'on peut leur en vouloir ou les détester. Mais souvent, ce vote vient de la souffrance, beaucoup plus. Et l'idiotie, elle est chez les dominants. Elle est chez les dominants, qui, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'on n'est pas quand même dans un moment où le vote, y compris pour l'extrême droite, est quand même de plus en plus assumé, en tout cas médiatiquement, la parole s'est totalement libérée, c'est un vote d'adhésion, c'est un vote dont certains dominants, comme vous dites, sont très fiers d'assumer aussi. Voilà, il y a quand même, j'ai l'impression, dans ce moment que nous sommes en train de vivre, un petit basculement aussi de ce point de vue-là. Un pas supplémentaire, j'ai envie de dire, quand, voilà, avec des appels à voter Rassemblement National plutôt qu'au Front Populaire, enfin des choses assez incroyables qu'on est en train de vivre. En tout cas, de ce qu'on comprend dans cet échange aussi, c'est que vous pointez vraiment qu'il y a une opportunité historique, inventer un nouveau langage, être une réelle alternative. Et aussi, ça m'intéressait en tant qu'intellectuel, quand vous disiez par moment, ce qu'on comprend en filigrane, c'est qu'aussi il faut apprendre à faire silence. Et peut-être que la gauche doit aussi apprendre à faire silence. Je veux dire par là, ne pas intervenir tout le temps, partout, surréagir. Il faut politiser aussi cette question médiatique. C'est une question que j'aborde beaucoup, moi, dans les échanges. Je sais que vous êtes très sensible à ça. Il y a beaucoup d'événements auxquels vous avez refusé de participer. Et ce n'était pas un fait de censure, mais c'était juste faire silence pour ne pas donner des gages à un discours que vous ne vouliez pas légitimer. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être juste dire un mot sur ce positionnement-là qui peut être aussi une clé ? Oui, bien sûr. On sait que l'extrême droite a été aussi puissante ces dernières années, aussi parce qu'elle a, d'une certaine manière, gagné une bataille psychologique, une bataille des cerveaux, où elle est devenue présente dans tous les cerveaux, et où le jeu politique de ces dernières années consistait souvent à commenter tout ce que disait l'extrême droite. L'extrême droite disait la moindre absurdité fasciste, raciste, misogyne, homophobe, et puis ça devenait quelque chose qu'on se mettait à commenter dans tous les journaux, dans les tribunes, pour s'indigner. Et on sait qu'aux États-Unis, ça a été une des conditions de la victoire de Trump, où Trump disait justement des absurdités racistes, et elles étaient en une du New York Times tous les 2 jours pour déconstruire ce qu'il disait. Ce qui peut être à des moments importants, mais ce qui, quand ça devient une obsession, fait de l'extrême droite d'un seul coup le maître du langage. C'est l'extrême droite qui pose les questions et la gauche et les progressistes répondent. Et donc la question aussi pour la gauche et pour reconquérir une hégémonie de la gauche, c'est reconquérir l'hégémonie du langage. C'est à nous de parler. Et c'est à eux de répondre. C'est pas eux qui décident des débats, c'est pas eux qui décident des questions qu'on se pose, c'est nous, et eux devront réagir. Et donc je pense qu'à ce moment-là, oui, le silence joue un rôle très important en politique. Qu'est-ce que c'est que de refuser de répondre à un certain nombre de choses? Ça aussi, je l'ai vécu dans ma chair. Vous savez, j'ai vécu dans un petit village où parfois il y avait un type à moitié alcoolique au bar du village qui éructait contre les immigrés, contre les femmes. On l'ignorait, on ne l'écoutait pas, en fait. On rendait son discours inaudible. En fait, c'est cette stratégie-là qu'il faut utiliser en politique à certains moments. Plutôt que de participer à la surenchère, comme c'est le cas en ce moment. Voilà, et aussi de prendre un recul parfois sur des questions politiques qui est important. Ce que vous disiez, par exemple, juste avant, ça m'intéressait sur la question de l'extrême droite de plus en plus assumée, notamment dans une partie des classes dominantes qui revendiquent, qui assument le fait qu'elle se reconnaît dans les idées de l'extrême droite. Ce que je crois, c'est qu'il a toujours, ou en tout cas depuis longtemps, existé un peu 2 extrêmes droites, qui est quelque chose qu'on peut voir avec le recul, qui est une extrême droite des dominants et une extrême droite des dominés. Donc il y a une extrême droite des dominants, qui est une extrême droite idéologique, raciste, homophobe, de panique face à la libération des trans ou des femmes, par exemple, qui passe par des gens qui ont fait des études, qui interviennent dans les médias, qui ont lu des livres et qui ont un discours constitué autour de cette extrême droite qui est voulue, attendue et défendue. Et puis, il y a de l'autre côté une extrême droite des classes populaires qui, je crois, est pas la même. Et ça, c'est intéressant pour la gauche, c'est que... moi, j'ai souvent vu, et c'est une théorie qu'a Chantal Mouffe, qui est une grande théoricienne politique, c'est que très souvent, dans les classes populaires, quand on allait voter à l'extrême droite, je veux dire, pas moi, mais quand les personnes autour de moi allaient voter pour l'extrême droite, ces personnes allaient le faire pour des raisons de gauche.
en fait. On allait voter à l'extrême droite parce que les personnes autour de moi voulaient une vie meilleure, moins de précarité, moins d'abandon, avoir de meilleurs salaires, avoir accès à l'hôpital, pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants à Noël ou à leur anniversaire, sortir de la précarité, de l'humiliation permanente. Et il y avait au fond un vote de gauche, des envies de gauche qui menaient vers l'extrême droite parce que précisément la gauche donnait l'impression qu'elle ne recevait plus ces requêtes-là. Et ça, c'est un espoir immense pour la vraie gauche. C'est un levier de se dire comment, si cette extrême droite des classes populaires est moins idéologique que l'extrême droite des classes dominantes, il y a un déplacement qui est possible. On peut reproduire du côté de la gauche l'idée selon laquelle c'est nous qui nous battons pour les dominer. Et c'est pas l'extrême droite qui, nous le savons, tout le monde le sait, tout le monde répète, se bat pour la domination, pour son renforcement, pour la baisse des impôts pour les plus riches. Bardella, qui a annoncé encore il y a quelque temps qu'il garderait la réforme des retraites qui a été élaborée par Macron, qui est injuste, antisociale. Et si des gens qui votent pour l'extrême droite dans les classes populaires le font pour des raisons de gauche, alors la gauche peut revoler ces voix. C'est en fait une guerre de vol, parce que c'est comme ça que l'extrême droite est devenue puissante. Elle a volé les voix de la gauche qui mobilisaient une grande partie de l'électorat populaire dans les années 60, dans les années 70, et qui a fini par donner l'impression que c'était maintenant elle qui défendait ça. Et maintenant, il est temps de voler dans l'autre sens. Et il y a cette idée de réversibilité que j'aime beaucoup d'ailleurs, que vous soulignez aussi, je crois que vous le dites dans cet échange avec Ken Loach sur l'art et la politique, où vous dites qu'il y a plusieurs potentialités en chaque individu. Et c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de ce qu'on va lui proposer, il peut aussi changer. En fait, il peut. Et paradoxalement, on ne peut pas changer individuellement un individu, mais on peut le changer collectivement. Donc c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, et qui me paraît très précieux, parce qu'en tout cas, ça nous permet de mesurer à quel point le réel est réversible aussi. Les choses ne sont pas fatalement installées, même si on va arriver à cette question de déterminisme maintenant avec vous, Édouard Louis. Justement, je vous parlais des classes dominante. Est-ce que le fait que, comme vous le présentiez, vous présentiez d'ailleurs au début de cet entretien comme appartenant du point de vue des critères objectifs à une classe dominante, est-ce que ça a changé votre rapport à la gauche? Si oui, à quel endroit ça aurait pu le changer, d'une certaine manière? Oui, mon rapport à la gauche a été questionné, a été interrogé et parfois mis à mal par le fait que justement, moi, j'arrivais d'un milieu dans lequel le rapport à la politique était extrêmement différent. Et je l'ai souvent raconté, moi, quand j'ai commencé à militer, j'ai commencé à militer très jeune, à 14 ou 15 ans. J'ai commencé à faire de la politique, à distribuer des tracts, parce que j'avais un corps politique, parce que j'avais toujours senti et toujours su que la politique était une question de vie ou de mort. Je le raconte aussi dans le livre avec Ken Loach. Moi, je me rappelle du moment où on est passé du RMI au RSA. Mon père avait eu un accident à l'usine quelques années avant, il avait été en arrêt maladie, puis il n'arrivait pas à retrouver du travail, il était au RMI, et d'un seul coup, on est passé au RSA sous Sarkozy, ce qui avait été présenté comme une manière de favoriser le retour à l'emploi, en fait, qui n'était pas du tout une manière de favoriser le retour à l'emploi, qui était une manière de harceler les classes populaires qui étaient au RMI pour les remettre au travail en passant au RSA. Et moi, je me souviens que mon père, qui avait eu le dos broyé par son accident à l'usine, tout à coup était harcelé par l'administration, qui envoyait des courriers, qui appelait, qui disait « il faut retrouver du travail, il faut retrouver du travail, il faut retrouver du travail, sinon on va tout vous enlever ». Et donc, j'avais ce corps politique, j'avais des souvenirs intimes de la politique, avant d'avoir des souvenirs politiques de la politique. J'ai commencé la politique, et quand je me suis retrouvé dans des milieux plus dominants, on trouvait toujours que quand je parlais politique, j'étais trop nerveux, que j'étais trop en colère, que j'étais trop autoritaire, que j'étais justement trop extrémiste, peut-être. Mais c'est parce que mon rapport à la politique n'était pas le même que celui de la bourgeoisie, que pour moi, pour les personnes autour de moi, ça avait voulu dire vivre ou mourir, et pas pour la bourgeoisie. Et je vois à quel point la bourgeoisie, justement, peut l'oublier, parce que moi, appartenant aux classes dominantes aujourd'hui, si j'avais pas ma famille pour me le rappeler, peut-être que je l'oublierais. Peut-être que je saurais plus, parce que on peut pas m'empêcher de manger. Et donc je comprends parfois aussi cette différence de rapport à la politique, mais moi je suis là pour essayer de le rappeler. Et en tout cas, il y a les textes aussi qui le rappellent. Je sais qu'il y a eu des textes très importants pour vous qui vous ont donné
comme de la reconnaissance. Je pense évidemment au texte de Didier Ribon, Retour à Reims, qui a été très important pour vous, au texte d'Annie Ernaux, au texte de Pierre Bourdieu. Et j'abordais cette question de rapport à la gauche aussi à bon escient, parce qu'il y a un débat très vif qui anime le champ littéraire, où ces figures tutélaires, là, dont vous faites partie aussi aujourd'hui, qu'on catégorise comme transfuges de classe, avec un style et un genre littéraire très particulier, disons, ce n'est pas consensuel, mais on peut parler d'auto-fiction, on vous accuse d'être presque de légitimer une idéologie libérale, et de ce point de vue-là, d'être en totale contradiction avec ce que vous êtes censé défendre, c'est-à-dire de participer, de dénoncer la reproduction sociale, et à travers les récits que vous nous proposez, notamment, on va parler un petit peu de Monique Sévade, en réalité, en célébrant les exceptions, d'adhérer à une forme d'idéal méritocratique. C'était important qu'on parle de ça, parce que je trouve que ça a été c'est des critiques à droite comme à gauche. D'ailleurs, elles viennent des deux camps, qui sont assez virulentes. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que la plupart des transfuges de classe qui ont écrit, comme Didier Ribon, comme Annie Ernaux, comme moi, avons précisément essayé de montrer que c'est justement quand on s'en sort qu'on sait à quel point il est impossible de s'en sortir. C'est pas parce qu'on s'en sort qu'on montre qu'il est possible de s'en sortir, c'est le contraire. C'est quand on a réussi à échapper à un destin social qu'on sait à quel point c'est impossible, parce qu'on a vu des personnes derrière soi qui ont lutté, qui ont tenté, qui ont essayé de partir et qui n'ont pas pu, qui ont été écrasés justement par des réformes politiques, par de la violence politique, par des humiliations permanentes, par un système scolaire qui s'effondrait. Et les transfuges de classe sont des gens qui n'ont pas cessé, qui ne cessent pas d'essayer de démontrer ça. Et précisément aussi, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que je m'en suis... j'ai échappé à mon destin social, non pas parce que j'étais une exception, non pas parce que j'étais moins déterminé socialement que les autres, mais parce que j'étais plus déterminé socialement que les autres. Parce que les autres autour de moi, mon frère, mon père, mes sœurs, mes frères, avaient un déterminisme de classe qui était pauvre, et moi, j'avais un deuxième déterminisme en plus qui était pédé, un déterminisme sexuel. Et ces deux déterminismes ne fonctionnaient pas ensemble. On me traitait de pédé à l'école, on me crachait dessus, on me mettait à l'écart. Et précisément parce que j'étais mis à l'écart, j'ai pas eu d'autre choix que de partir. Et je l'ai fait contre moi-même à ce moment-là. Je voulais pas partir, je voulais pas être différent. Mon rêve, c'était de pas être différent. Mon rêve, c'était d'être comme mon père, comme mon frère. Mais je pouvais pas rester parce qu'encore une fois, c'était une question de vie ou de mort, parce qu'on me disait « tu n'es pas bienvenu, tu n'es pas à ta place ici ». Et j'ai essayé dans mes livres de montrer qu'au fond, les transfuges de classe sont encore plus déterminés socialement que les autres. Et donc quand on dit que les transfuges de classe reproduisent l'idée selon laquelle on peut s'en sortir par simple décision, par simple choix, d'abord on commet une absurdité qui est celle d'un mensonge, parce que justement les discours de transfuges déconstruisent ça. Et je me demande aussi à quel point il existe derrière ça une forme d'homophobie objective qui consisterait à ne jamais accepter que l'homosexualité puisse être une cause d'explication du monde. Voilà, on dit, moi si je dis je suis parti parce que j'étais gay et que j'avais pas le choix dans un monde qui détestait l'homosexualité, on me dit tu dis que tu t'en es sorti tout seul. Je dis mais non, je montre que c'est l'homosexualité. Je le dis explicitement. Et donc, pourquoi vous ne pouvez pas le voir ? Pourquoi vous n'arrivez pas à le voir ? Vous êtes incapable de voir l'homosexualité. Pour vous, c'est pas une chose réelle. Pour vous, la violence homophobe n'est pas une chose réelle. Et donc, il y a une forme de contre-feu réactionnaire contre aujourd'hui de ces nouvelles voix qui émergent et qui justement, en fait, déconstruisent toute la violence de la reproduction sociale, des classes, du genre, de la sexualité. Jusqu'alors, les programmes politiques de droite n'ont pas été menés par les transfuges de classe, mais par la bourgeoisie. Et donc, il y a aussi quelque chose d'ironique quand la bourgeoisie fait la leçon aux transfuges de classe pour leur dire qu'ils reproduisent la violence de classe. Il y aurait un biais de classe aussi dans la lecture, du coup, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, exactement. Il y aurait une forme de biais qui est aussi une haine du changement. Pour moi, pour moi, on déteste les transfuges de classe comme on déteste les transgenres. C'est la même chose. C'est la haine du mouvement, c'est la haine de quelque chose qui change. C'est la haine d'un mouvement qui se produit dans le monde social. Parce qu'on grandit tous dans une société où on voit des classes sociales, on les apprend par corps, comme dirait Bourdieu, on les voit. Et beaucoup d'individus se mettent à devenir les policiers de l'ordre social, à ne pas vouloir que ce monde change. Un peu l'exemple que je prends souvent comme un petit garçon qui a
à 6 ou 7 ans, va à l'école et voit un autre petit garçon avec un sac à dos Barbie et va se mettre à le massacrer parce qu'il veut pas que le monde change. Il veut pas que le monde qu'on lui a appris change. Et la haine des transfuges de classe, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un ou quelque chose n'est pas resté à sa place et comment il faudrait essayer de rétablir l'ordre social en les. Pour vous, derrière ces critiques, en tout cas, qui se présentent comme des critiques, il y a une véritable haine des transfuges. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi ce qui était ciblé, c'était les motifs même qui font de la structure littéraire de ces textes, qui sont des motifs structurants et importants, comme la honte, la vengeance. Qui sont totalement dévitalisés, dépolitisés, pardon. Oui, dévitalisés aussi, mais totalement dépolitisés. C'est-à-dire ce qui est censé faire la force de ce récit. Par exemple, la honte d'avoir honte, qui est un motif, pour le coup, Camille Ernaux, Didier Ribon, vous-même et d'autres, bien sûr, ont réussi à politiser. Dans les critiques que j'ai pu lire, devenait de la fausse radicalité. Et par exemple, un texte comme Monique Sévade, dont on va parler maintenant, parce que ça répond aussi à ce que vous définissez comme le double déterminisme. Monique, c'est votre mère et c'est une femme. Et Monique, ça pourrait être le nom de toutes les femmes depuis la nuit des temps qui ont été victimes des violences faites aux femmes. Absolument. Donc il y a cette idée de dépolitiser aussi le récit en tant que tel. Est-ce que vous le ressentez aussi un peu comme ça ? Oui, on a beaucoup reproché aux transfuges de classe le fait de mettre la lumière sur des mécanismes sociaux qui se traduisent dans l'affect. Voilà. Le dolorisme, j'ai pu le dire. Voilà, le dolorisme. Le fait d'avoir honte, le fait d'avoir honte d'arriver à l'école et de ne pas être habillé comme les autres, le fait d'avoir des dents abîmées parce qu'on appartient à un milieu social qui n'a pas eu les moyens de nous envoyer chez le dentiste, d'être confronté à des classes dominantes et d'avoir honte de ça. Comme si, au fond, c'était une manière presque anecdotique de faire la politique, comme si c'était moins important que les grandes structures marxistes du capital, de la place dans les rapports de production. Alors que ce que je crois, c'est l'inverse. C'est qu'une des grandes révolutions qu'apporte l'écriture des transfuges de classe, c'est de voir à quel point la violence de classe se manifeste partout, dans tous les détails de la vie, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Et ça rend encore plus en colère contre la violence de classe. Parce que ce que j'essaie de montrer, par exemple, avec Monique Sévade, c'est que ma mère, au moment où elle s'évade de chez un homme qui la traite mal, et au moment où elle arrive chez moi, où elle va se réfugier, je commence à parler d'elle et de sa vie, et je me rends compte qu'il y a tout un ensemble de choses auxquelles elle n'a jamais eu accès dans sa vie. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te commande à manger? Parce que ma mère était fatiguée, elle venait de fuir de chez cet homme. Est-ce que tu veux que je te commande à manger? Je lui propose de lui commander des plats libanais à ce moment-là, et ma mère me dit, j'ai jamais goûté de ma vie. Et je me dis, ma mère a 56, 57 ans, elle n'a jamais goûté la cuisine libanaise, alors que les enfants de la bourgeoisie à Paris sortent à 17 ou 18 ans quand ils sont étudiants, essayent des choses, vivent des vies. Jusqu'où va la dépossession? Et en enquêtant sur ma mère, je me suis rendu compte que ma mère n'avait jamais traversé une frontière de sa vie. Elle n'avait jamais voyagé dans un autre pays de sa vie. Elle n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Elle n'avait jamais dormi dans un hôtel de sa vie. Et le transfuge de classe, c'est la personne qui voit à quel point la violence de classe va s'immiscer dans tous les détails, va être partout. C'est pour ça que les transfuges ont ressenti des syndromes de honte, souvent très importants. Vous êtes quelqu'un qui arrive d'un milieu dominé, vous arrivez dans des classes plus privilégiées, et puis d'un seul coup, on va se mettre à se moquer de votre accent, de votre manière de s'habiller, des chaussettes que vous portez, des chaussures que vous portez, de la manière dont vous baissez votre pantalon ou vous le laissez. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, dans les classes populaires, on baissait le pantalon, le jogging, et on laissait apparaître les fesses, qui était un truc des clips de rap. Et moi, je faisais ça parce que tous les garçons le faisaient dans mon milieu. Et je suis arrivé à Amiens, dans un lycée bourgeois, et tout le monde me disait « Mais pourquoi tu fais ça? C'est ridicule !» Et d'un seul coup, j'avais honte de la manière dont je m'habillais, dont on m'avait appris à m'habiller. Je portais des fausses sacoches Lacoste qu'on vendait, comme ça, qu'on achetait sur le marché noir, que je mettais autour du cou. Les gens me disaient « Mais c'est ridicule !» J'avais des dents abîmées parce que ma famille avait jamais pu m'emmener chez le dentiste. On me disait « Pourquoi t'as les dents comme ça ?» Et au fond, tout ça, justement, c'est pas des détails. Tout ça, c'est aussi la violence de classe. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est aussi difficile de sortir de son destin social et de passer d'une classe sociale à une autre. Parce qu'entre une classe et une autre, il n'y a pas une porte. Il y a 800 portes. Il y a la manière dont on s'habille, la manière dont on mange, la manière dont on traite ses dents, la manière dont on parle, l'accent qu'on a ou pas. Et tout ça, c'est pas des détails. C'est justement grâce à cette technologie des 800 portes, de l'accumulation des détails, que les classes dominantes peuvent tenir les classes dominées à l'écart, qui font qu'elles sont jamais légitimes. Jamais légitimes. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, qui leur fermera la porte.
qui fait qu'on leur donnera pas un diplôme, qui fait qu'on leur donnera pas un concours, qui fait qu'on les prendra pas après un entretien d'embauche, qui fait qu'on leur donnera pas un logement. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et donc, il y a en fait un renversement de la hiérarchie traditionnelle entre ce qui compte et ce qui ne compte pas, ce qui est un détail et ce qui est le centre. Et c'est ça aussi qu'apportent les transfuges de classe. Et je pense que oui, c'est très important. Et vous dites le transfuge de classe, être transfuge de classe, ce n'est pas trahir, mais c'est survivre. C'est ce qu'on comprend vraiment dans ce portrait que vous venez de dessiner assez incisif et qu'on revoit et qu'on vraiment dans ce texte qui est lumineux, Monique Sévade, qu'on perçoit aussi. Et une chose importante aussi, en tout cas ce que vous avez, le critère déterminant de l'argent dans ce texte, ça tourne aussi, ça s'articule, ce texte s'articule autour de ça. Là aussi, vous ne détournez pas, vous nous confrontez à cette réalité. La fuite, c'est une question matérielle. Oui. Et il y a ce que vous décrivez... Dans Monique Sévade, oui. Monique Sévade. Et le fait est aussi que, justement, d'ailleurs, c'est étonnant parce que cette critique des transfuges de classe comme étant des personnes qui trahissent, elle est souvent portée par des gens qui se perçoivent comme de gauche ou comme progressistes, alors qu'en fait, ce discours de la trahison, il relève d'une perception droitière du monde social parce qu'il dévitalise la question des classes sociales. Il fait comme si les classes sociales, c'était juste un mode de vie, comme si les transfuges de classe, c'était quelqu'un qui passait d'une classe sociale à une autre parce qu'il préférait les valeurs de la classe dominante, parce qu'il préférait les habits de la classe dominante, parce qu'il préférait le mode de vie de la classe dominante, et comme si, au fond, la vie, c'était une sorte d'îlot, de classe sociale dans laquelle on choisirait celle dont on a envie. Alors qu'en fait, les classes sociales, c'est pas justement esthétique et c'est pas symbolique. Les questions de classe sociale, c'est des questions de vie ou de mort. Moi, j'ai un père qui a 58 ans, qui peut plus marcher aujourd'hui parce que il a eu sa vie broyée par le travail à l'usine. J'ai un cousin dont j'ai parlé dans mon premier roman, Finir avec Eddie Bellegueule, qui est mort en prison à 30 ans. J'ai mon frère qui est mort il y a 1 an et demi à 38 ans, parce qu'il avait une vie trop dure, parce qu'il buvait de l'alcool, parce qu'il était malheureux. Et pour moi, échapper à mon destin social, ça voulait pas dire choisir les valeurs de la bourgeoisie, ça voulait dire ne pas mourir comme mon frère, ça voulait dire pouvoir marcher à 56 ans, contrairement à mon père qui peut plus marcher, ou à 57 ou 58. Et au fond, les personnes qui disent les transfuges trahissent font en fait, de manière détournée, invisibilisent totalement cette réalité des classes sociales. Aujourd'hui, en France, si vous appartenez aux classes populaires, vous avez 50% de chances de plus de mourir avant 65 ans. Une chance sur 2 de mourir avant, de plus être là, de perdre votre père, votre amoureuse, votre amoureux, votre enfant, peu importe. Et la politique, c'est ça. Assignation à une mort précoce, comme on disait au début. Exactement, c'est une assignation à une mort précoce. Et donc fuir son destin social, c'est simplement survivre et justement rappeler la réalité de ces classes sociales. Les transfuges de classe sont des témoins, sont des gens qui viennent dire voilà ce que sont les classes sociales. Voilà ce que sont les classes sociales que les classes dominantes passent leur temps à dénier. Voilà la violence, voilà la mort, voilà les gens qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus manger. C'est ça. Il y a quelque chose dans transfuge de classe, il n'y a pas que transfuge, il y a classe aussi. Et pour moi, c'est aujourd'hui les témoins les plus importants. Et c'est aussi pour ça qu'ils dérangent, parce qu'il y a une forme de révolution. Ça fait trembler l'ordre. C'est ce que fait Monique aussi. C'est ce que fait Monique. Monique Sévade, exactement, elle fait trembler l'ordre. Elle aussi, justement, parce qu'elle s'échappe pas parce qu'elle est plus forte que les autres, ma mère, Monique. Elle s'échappe pas parce qu'elle est plus intelligente que les autres, ou parce qu'elle est plus sensible que les autres, qui ça relève du discours méritocratique, individualiste. Ma mère, elle s'évade pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est aussi justement parce qu'elle est plus déterminée socialement que les autres. Que comme femme, elle a un déterminisme de classe, pauvre, et un déterminisme de genre femme. Et que ces deux déterminismes produisent une double violence qui fait qu'elle va être à un moment dans une situation dans laquelle elle va pouvoir s'échapper. Puisque les hommes des classes populaires avec lesquels j'ai grandi, ceux de ma famille, mais aussi autour, très souvent, les hommes qui vivaient la violence avec l'illusion de l'élection, ce que Karl Marx appellerait l'aliénation. L'idée que si j'ai une vie violente, c'est parce que je l'ai choisie. Je bois de l'alcool parce que je suis un homme, parce que je suis fort. Je fais des choses violentes parce que je fais une performance de ma masculinité. Alors que les femmes comme ma mère, elle n'a jamais pensé qu'elle choisissait. C'est les autres, c'est les hommes qui lui disaient « tu restes à la maison, tu fais la cuisine, tu fais le ménage ». Ma mère rêvait d'une autre vie, elle rêvait d'une vie meilleure. Et comme elle souffrait plus, elle a pu dire à un moment donné « je vais reprendre ce que la société m'a volé ».
parce qu'elle n'a jamais pensé que c'était son choix. Et donc on voit, évidemment ça ne marche pas toujours, il y a beaucoup de femmes qui sont totalement détruites, mais on voit qu'il peut exister une dialectique entre la violence et la domination, et qu'il faut essayer justement de ressaisir ce mouvement. Et que c'est par là peut-être qu'on pourra produire des émancipations plus nombreuses. Pourquoi il n'y a pas plus de Monique ? Comment on pourrait faire pour qu'il y ait plus de Monique ? C'est justement pas s'asseoir et attendre que les gens s'enfuient, mais justement essayer de comprendre les conditions qui rendent possible la fuite, afin de la rendre possible pour d'autres. Cette question de fuite, elle est très importante. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Mais pour revenir à ce livre, à ce récit, vous dites que je crois que c'est la première fois que vous ressentez autant de joie à l'écriture d'un texte. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Pourquoi ça vous a procuré autant de joie ? Oui, parce que vous qui aimez beaucoup raconter les pleurs aussi. C'est vrai. Les souffrances. Oui, puis surtout, j'ai toujours eu le sentiment que il fallait parler de la violence en priorité, que la joie, elle était faite pour être vécue. La joie n'a pas besoin de nous. Elle est là, elle se manifeste, elle existe. Alors que parler de la violence, c'est se donner les moyens de la rendre visible, de la voir, de la connaître, et donc de la combattre, et donc de rendre plus de joie possible. Et donc j'ai toujours eu un peu de scrupule et un peu de honte à parler de sentiments aussi positifs que la joie. Mais là, il y avait dans l'évadé, dans l'échappée de ma mère, quelque chose qui était de l'ordre d'une joie justement politique, parce que cette joie de ma mère dans Monique s'évade, elle est la joie d'un arrachement à la violence. Elle est la joie d'une femme qui va réussir à s'évader de chez un homme qui la maltraite, qui la maintient à la maison, qui l'empêche de manger, qui l'humilie, qui se moque d'elle, qui boit de l'alcool, qui la traite de tous les noms, de toutes les insultes possibles. Et au fond, cette joie, elle était plus politique qu'une joie autre, parce qu'elle était la joie d'une revanche. Comme je l'ai dit un moment, je l'ai dit pas mal à la sortie du livre, c'est comme la joie d'une gay pride où on voit des gays ou des lesbiennes qui dansent et qui sont dans une joie qui a été volée à des enfances dans lesquelles on leur a dit, comme tu es trans, comme tu es gay, comme tu es lesbienne, tu dois vivre dans la honte, dans le secret, tu dois te cacher. Et donc, au fond, la joie, c'est comme s'il existait plein de joies, comme s'il existait des joies réactionnaires. La joie des classes dominantes, quand elle célèbre sa propre domination, quand elle est heureuse de ce qu'elle est, quand elle se regarde, quand elle est dans les cocktails à l'opéra, qui est une joie qui reproduit le monde et sa laideur. Et puis il y a une autre joie qui fait trembler le monde. C'est la joie des dominés qui reprennent ce qu'on leur a volé. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ma mère et de parler de cette joie-là. Et puis aussi, vous parliez de la fuite et de l'évasion, et c'est quelque chose qui est au cœur, vraiment, moi, de mon travail. Oui. Je pense que tenter de s'évader, vouloir s'évader, essayer de s'évader, c'est une condition presque universelle. Et dans mes livres, j'essaye de livre en livre de raconter en fait une sorte d'anthropologie de l'évasion, et de l'évasion comme condition de vie, comme condition humaine, comme condition qu'on partage tous dans nos existences. On a tous et toutes à un moment donné pensé « ma vie ne me convient pas, je devrais être ailleurs, je devrais partir, je suis bloqué dans quelque chose, certains plus que d'autres, certaines plus que d'autres ». Mais je pense que c'est quelque chose un sentiment qui traverse presque tout le monde. Et qu'est-ce que c'est que de faire une littérature de la fuite et une littérature de l'évasion ? C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à voir. Pendant très longtemps, je l'ai pas vu. Pendant très longtemps, j'ai pensé, par exemple, que mon père ou mon frère ou d'autres personnes étaient contents de leur vie, voulaient pas partir. Parce qu'ils avaient du pouvoir, parce que c'était ces hommes dans la famille qui décidaient, qui commandaient. Et en fait, en essayant de mieux comprendre, j'ai vu que eux aussi avaient voulu partir. Tout le monde veut partir, notamment quand on appartient aux classes populaires. Personne n'est content d'être pauvre. Personne n'est content de ne jamais aller en vacances. Personne n'est content de manger des steaks hachés Lidl qui vous détruisent l'estomac, qu'on mangeait quand j'étais enfant. Personne n'est content de vivre dans cette situation de domination. Tout le monde veut s'enfuir. Mais précisément, il y a un système qui empêche des évasions et qui en rend d'autres possibles. Et il y a des individus qui, plus ils essayent de s'échapper, et plus ils s'enferment au fond. Et c'était le cas de beaucoup d'hommes dans le monde de mon enfance qui, par exemple, au moment où ils buvaient beaucoup d'alcool ou faisaient des choses violentes, c'était aussi des manières de s'évader. C'est des manières de dire « je reprends du contrôle sur ma vie. Je suis violent. Quand je suis violent, je m'évade de mon impuissance, de l'impuissance qui constitue ma vie, de rien pouvoir faire, d'avoir aucune perspective, d'avoir aucun espoir. » Mais au fond, en essayant de s'évader par la violence, ils reproduisaient la vie dans laquelle ils étaient, ils s'enfermaient dans cette vie pour toujours. Quand des hommes comme mon frère buvaient,
pour dire je vais fuir ma vie en buvant, je vais oublier ma vie en buvant, ils s'enfermaient dans leur destin. Et donc il y a des individus qui, plus ils essaient de s'évader, c'est pas qu'ils essayent plus ils s'enchaînent. Et justement, c'est pas qu'ils essayent pas de s'évader, c'est que le monde leur a jamais donné les technologies de l'évasion. Alors que quand vous appartenez aux classes dominantes et que vous voulez vous évader, le monde vous a donné la technologie de l'évasion. Vous savez où il faut aller, vous savez où il faut étudier, vous savez où vous pouvez trouver un travail, vous savez ce qui vous retiendra dans votre vie, vous avez une connaissance de ce qu'il ne faut pas manger, de ce qu'il ne faut pas boire, de ce qu'il ne faut pas faire, de là où il ne faut pas aller. Et en fait, il y a une forme d'inégalité profonde et violente dans l'accès aux technologies de l'évasion. Et vous faites de la fuite un acte véritablement politique. Là où il est frappé, d'ailleurs, parfois politiquement, de considérations négatives. Ça, la fuite, c'est souvent un renoncement, c'est abandonner, c'est... voilà. Là, vous donnez vraiment une force et une dimension politique que je trouve vraiment intéressante. Et vous en faites un acte positif, un acte novateur. Et vous dites aussi, pour le transfuge, la fuite est longue. Vous avez fui beaucoup, vous n'avez pas arrêté de fuir. Monique a fui plusieurs fois. Il y a ce côté un peu processuel qui est très intéressant aussi dans votre œuvre. Eddie Bellegueule, vous avez fui votre enfance. Changer, c'est fuir le monde social. Et voilà. Et il y a donc cette idée que la fuite est sans cesse renouvelée. Vous fuyez aussi, j'ai envie de dire presque dans différentes scènes. Aujourd'hui, vous faites du théâtre, de la littérature, du cinéma. J'aimerais bien aussi qu'on s'arrête sur cette idée de fuite processuelle, sans cesse renouvelée, identitaire presque. Oui. Il faudrait toujours pouvoir s'enfuir. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup dans un livre d'Hervé Guibert qui s'appelle « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » et qui est un livre sur Michel Foucault et sur son amitié avec le philosophe Michel Foucault. Et Hervé Guibert apporte une phrase que lui a dite un jour Michel Foucault, où Michel Foucault a le sida, va mourir du sida, il est mort du sida. À ce moment-là, il y a une dénégation des gouvernements de ce qui est en train de se passer, de la violence qui empêche les médicaments d'être recherchés et d'être éventuellement trouvés. Donc les personnes qui ont le sida savent qu'elles sont condamnées. Et il y a des premiers centres qui se mettent en place dans lesquels les personnes qui sont séropositives se rendent et où elles savent en gros qu'elles vont mourir quand elles iront là-bas parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir de s'en sortir. Et Michel Foucault dit à Hervé Guibert, ce que j'aimerais, c'est que ces centres dans lesquels on se rend pour mourir, parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix, ce soient en fait des faux centres, que cette façade soit mensongère, et qu'à l'extérieur de ces centres, il y a une petite porte par laquelle on puisse sortir, et quand on franchirait cette petite porte, on n'aurait plus le même nom, on n'aurait plus son passé, on n'aurait plus ce qu'on a été, on pourrait devenir quelqu'un de totalement différent, et personne ne nous soupçonnerait puisque tout le monde penserait qu'on est mort. Et j'ai toujours trouvé cette scène bouleversante et cette idée dont parle à travers cette situation dramatique, cette idée dont parle de Michel Foucault de pouvoir changer, de pouvoir créer un monde dans lequel on a le droit de changer, dans lequel on a la possibilité de changer. Et comment est-ce qu'on pourrait inventer ça politiquement, une capacité à fuir tout le temps. Je l'ai raconté quand j'ai publié Monique s'évade. Qu'est-ce que ce serait que de créer un ministère de la métamorphose, par exemple ? On sait déjà comment transformer des individus. Il y a des programmes en Italie pour des individus qui sont poursuivis par la mafia, par exemple. Eh bien, on leur donne un nouveau nom, on leur donne des nouveaux papiers, on les cache, on les envoie ailleurs, on les envoie dans une autre ville, on leur donne un nouvel appartement. Les États savent faire ça. Les États connaissent des technologies pour faire changer la vie. Et pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas une possibilité politique de se transformer, sachant justement que cette impossibilité de fuir qu'on ressent parfois, elle est une souffrance politique qui est gigantesque, qui est au fond une souffrance aussi grande que celle que peut produire l'homophobie, la domination masculine. Et on fait des ministères du droit des femmes, on fait des ministères de lutte contre la discrimination. Parfois, la droite l'enlève ensuite, la gauche essaie de les rétablir. Mais pourquoi pas des ministères de la métamorphose et pourquoi pas élaborer collectivement la possibilité de s'enfuir ? Combien de femmes ont vécu toute une vie en se disant « j'aurais voulu partir, j'aurais voulu fuir ». Et je ne l'ai pas fait. Et en fait, et notamment la littérature est coupable dans la mesure où la littérature a souvent amené ce sentiment à un sentiment individuel, comme si c'était justement pas politique, comme si les classes sociales c'était politique, comme si la question du féminisme et des femmes était politique, mais comme si la question de se sentir enfermé dans sa vie était simplement quelque chose d'extra intime qu'on ressent quand on regarde par la fenêtre le paysage au loin, alors qu'en fait non, il y a un monde, une société, une situation, des situations qui nous enferment dans une vie, et donc il y aurait un monde, une société,
et des moyens politiques de faire sortir de ces vies dans lesquels on est enfermé, je pense. Me vient spontanément peut-être une question pour finir, mais dans la logique de notre discussion, je me demandais qu'est-ce que ça pourrait être fuir sous un gouvernement d'extrême droite, si jamais l'extrême droite arrivait au pouvoir. Quelle dimension donner à la fuite? Est-ce qu'on n'y a pas vraiment réfléchi, mais est-ce que ça pourrait vous inspirer quelque chose? Oui, La fuite. bien sûr. Enfin, c'est comme beaucoup, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais si l'extrême droite parvient au pouvoir en France, comment je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je peux rester ici? J'ai peur en tant que gay, j'ai peur en tant que personne de gauche. Est-ce que je dois partir ou pas? Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à se poser cette question-là. Et au fond, c'est presque quelque chose aussi qu'il faudrait organiser politiquement, la question de la fuite. Quand, par exemple, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, moi, je me disais, la responsabilité de la France, ce serait d'envoyer des avions toute la journée, tous les jours, pour que tous les gens qui ont envie de fuir, tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans ce type de politique violente, puissent s'enfuir, puissent venir en France, qu'on puisse, d'une certaine manière, voter avec ses jambes, voter avec ses pieds, voter pour un système contre un autre, se déplacer, aller ailleurs. Et ce serait une utopie politique qui serait magnifique, mais évidemment qui est très difficile à réaliser. Mais j'aimerais partir, sans doute, oui. Et évidemment, on se pose aussi la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faut pas rester pour lutter? Mais c'est compliqué aussi. C'est compliqué parce que on ne peut pas toujours vouloir lutter contre une violence qu'on n'a pas choisie. C'est très lourd, la lutte. C'est très lourd d'être soldat malgré soi, de devoir se battre malgré soi. On n'en a pas toujours l'envie, on n'en a pas toujours la force. Et peut-être que la fuite, elle est une réponse aussi à cette alternative. Fuir, faire fuir d'autres. D'autant plus que fuir, c'est raconter la fuite. Et raconter la fuite, c'est donner la possibilité à d'autres de fuir. Moi, je me suis enfui parce que j'avais su que d'autres gens avaient fui. Et c'est ça aussi le problème quand on parle de fuite, de transfuge de classe, de personnes qui s'en vont. On fait toujours comme si la personne qui fuyait, quand elle le racontait, elle faisait ça toute seule. Mais quand on dit ça, on oublie la matérialité de la narration de la fuite. Raconter une fuite, c'est rendre la fuite possible matériellement, dans les corps, dans les chairs, dans le monde matériel qui nous entoure, parce que, puisque des individus entendent parler de la fuite, ils se mettent à voir la fuite comme quelque chose de possible et de pensable. Et toutes les personnes autour de vous qui se sont enfuies l'ont fait parce que une narration de la fuite a précédé. Simone de Beauvoir, qui écrit Le deuxième sexe et qui raconte comment on peut, d'une certaine manière, fuir les mécanismes de l'oppression, de la domination masculine, elle a rendu possible pour tout un ensemble de femmes de s'enfuir d'une situation. Et Simone de Beauvoir n'était pas au gouvernement. Simone de Beauvoir n'a pas pu mettre en place des réformes. Elle n'avait pas ce pouvoir. Mais sa narration, la narration de ce que c'est que d'être une femme, de la violence que ça représente, était déjà quelque chose de physique, presque autant qu'une réforme politique. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de raconter des histoires. Oui, c'est la force de ce jeu universel, de l'autofiction, on peut le présenter comme ça. Oui, exactement, un jeu qui est aussi le jeu des autres. Qui est le jeu des autres. Et qui est la possibilité de le dire, la possibilité de dire « je ». Voilà, ça, je pense que c'est important. C'est important. Merci infiniment, Édouard Louis, pour cet entretien. Merci beaucoup. En tout cas, je l'ai trouvé particulièrement lumineux et j'invite tous les gens qui nous regardent à lire Monique Sévade aux éditions du Seuil. Merci infiniment. Merci infiniment.